Augmente fortement au Sahel. C'est ce que nous dit le dernier rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Sur les dernières années, l'ONU a observé une croissance importante de la production, de consommation de cocaïne, de cannabis, mais aussi de tramadol dans la région sahélienne, allant de la Mauritanie au Tchad, en passant par le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger. Sidi Yansané, bonjour. Bonjour. Comment explique-t-on cette hausse du trafic de drogue dans cette région ? Alors commençons d'abord par la cocaïne. Les saisies, c'est-à-dire les stocks de drogue découverts et confisqués par les forces de l'ordre, eh bien ces saisies sont passées de 13 kilos par an entre 2015 et 2020 à près de 1500 kilos en 2022 dans le Sahel. L'explication de cette forte hausse, c'est d'abord parce que l'Afrique de l'Ouest a toujours été un point de passage, une escale si vous préférez, entre l'Amérique du Sud où l'on fabrique la cocaïne et l'Europe où il y a les principaux consommateurs. Et comme la consommation européenne augmente, il y a de plus en plus de cocaïne qui passe par l'Afrique. Dans le Sahel, il y a aussi beaucoup de trafic de cannabis venu du Maroc. Au Niger, par exemple, en 2021, les autorités ont récupéré tellement de cannabis que cela pouvait remplir tout un conteneur. Il y a aussi ce qu'on appelle les opioïdes. Ce sont des médicaments qui servent à calmer la douleur. Le plus connu, c'est le tramadol et il est surtout consommé par les femmes ou dans les métiers difficiles comme l'agriculture ou chez les transporteurs. Et c'est tellement grave et inquiétant qu'entre 2017 et 2021, presque la totalité du tramadol saisi dans le monde était en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup Sidi Yansané. Et puis enfin, pour la défense de l'environnement, des jeunes ont manifesté aujourd'hui en Italie, à Rome, mais aussi à Turin. Ils étaient environ 1 millier à descendre dans la rue. Manifestation à l'appel du mouvement écologiste créé par la militante Greta Thunberg. Des jeunes qui réclament aux responsables politiques italiens des mesures efficaces pour défendre l'environnement. Changer la société, pas le climat, pouvait-on lire sur l'une des banderoles. Ainsi se referme ce journal, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. Place au Café des Sports. La marche du monde, Valérie Nivelon. 100 jours avant les JO de Paris, je vous propose de revivre les Jeux Olympiques de 1964, tandis que la star éthiopienne du marathon, Abebe Bikila, décroche la médaille d'or. D'autres athlètes africains montent sur le podium. Ghanéens, Kenyans, Tunisiens, tous ramènent avec fierté les premières médailles de leur pays fraîchement indépendant. La marche du monde, Valérie Nivelon. À dimanche sur RFI, 15h10, temps universel. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Et merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Café des Sports. Bienvenue aux habitués de cette pause Café Foot de fin de semaine et bienvenue aussi à ceux qui nous découvrent et que vous nous écoutiez à travers un post radio, à travers Facebook Live ou surtout aujourd'hui à travers YouTube en direct et puis aussi pour ce qui est de France 24, nous sommes diffusés en soirée. Autour de moi, ils sont là, nos invités, et je vous les présente. Bonjour. Alors, vous allez noter qu'il est sur son 31, plus que nous tous. Et il va nous dire pourquoi. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie. Costume 3 pièces aujourd'hui ? Bien évidemment, avec la dorure, la royauté. Vous savez très bien, quand on est le roi du monde, le roi d'Europe, le roi du football, les rois télé se mettent en 2 pièces. Et les autres se mettent en 3 pièces. Bon, en tout cas, voilà. Bonjour Rémi. Et vous étiez avec nous en milieu de semaine pour commémorer ce moment incroyable, ce match incroyable que nous avons vécu à Manchester. Xavier est là aussi. Bonjour Xavier. Bonjour Annie. Bonjour à tous. Costume 3 pièces. Hein. Ouais, non, je porte le noir du deuil malheureusement des Canaries qui ont été éliminés en demi-finale de la Youth League. Les jeunes Canaries, mais c'était déjà bien qu'ils arrivent. Ils ne me regardent pas. Ils me regardent pas. Est-ce que vous le croyez? Bonjour Benjamin Moukanjo. Bonjour Annie, bonjour à tous. Bon, vous êtes impartial entre les deux là? Bah souvent je fais l'arbitre, mais bon, je pense qu'aujourd'hui je serai pas trop du côté de Rémi.
Ah oui. Tu ne seras pas du côté de Rémi. Tu es toujours du côté des losers. Rémi se défend tellement bien tout seul. Et puis alors, Frédéric est en vadrouille aujourd'hui, Frédéric Sutot. Donc nous avons trouvé quelqu'un qui va vous lire, qui va vous citer, qui vous suit à travers les réseaux sociaux. Bonjour Victor Missistrano. Bonjour Annie, bonjour à tous. Si j'avais su, je me serais mieux habillé. Je suis quand même bien entouré. Oui, on vous a pris au dépourvu, mais c'est pas grave. Mais oui, en tout cas, je vais essayer d'être le porte-voix de nos auditeurs en cette semaine de Ligue des Champions. Forcément, ça se chamaille beaucoup sur le chat. Ils sont chauds, ils rêvent de vous entendre. Xavier Bousse nous dit: je serai câblé pour écouter les interventions subjectives de Xavier Barré. Et Massiré nous dit... Et objectif de Rémi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Vous avez pas compris. Massiré nous dit: j'ai hâte d'écouter comment Xavier Barré va justifier l'élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions par le PSG. Gardons ça pour le dessert. Pour l'instant, au sommaire de cette émission, quand même un cocorico, on pourrait le dire et le faire aujourd'hui, avec Marseillais et Parisiens unis par l'Europe. Les deux clubs rivaux de l'Hexagone du foot français ont conquis leur qualification en demi-finale européenne de Ligue Europa et de Ligue des Champions. L'OM poussé par sa belle étoile et sa flamme européenne qu'il habite depuis si longtemps, le PSG motivé sans doute par un élan du genre c'est l'année ou jamais, vu ses adversaires abordables sur sa route. Pas de doute, c'est bon pour l'indice européen des clubs français. Un classico pour décider de la Liga dans le Santiago Bernabéu. Les merengues épuisés, mais demi-finalistes de la Ligue des Champions recevront les Blaugrana, éliminés donc de la compétition mais qui joueront pour l'honneur, voire encore pour le titre de la Liga. Verra-t-on une rencontre... Non Rémi, vous n'avez pas le droit de rire pendant les titres. Verra-t-on une rencontre à sens unique? Le Real est-il déjà presque sacré? Un exploit guidé par une étoile, celle de champion d'Europe en 1000... Pardon, excusez-moi. Le TP Mazembe, j'ai déjà changé de continent. Le TP Mazembe peut-il retrouver une finale continentale contre le très impressionnant Al Ahly du Caire, tenant du titre? Match aller à Lubumbashi, demain après-midi pour les Corbeaux. Et puis il y aura bien sûr les cartons, les vôtres et les nôtres. Au générique de cette émission, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Mathieu Degueldre qui est à la réalisation, Yann Bourdelat et Adrien Toureau pour les moyens vidéo. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Mbappé dans la surface de réparation, Kylian Mbappé la frappe, c'est complètement fou, la frappe d'Hakimi, et le quatrième but parisien, oh ils les ont tués sur ce contre. Le centre est à la tête, et le but, et oui le voilà, l'éclair, et boum, Paradien. Et ben voilà. Des matchs donc, si vous êtes un fidèle auditeur que vous avez pu suivre cette semaine sur RFI, puisque Cédric de Oliveira était à Barcelone et Eric Mamrut était hier soir au Vélodrome à Marseille. Que d'émotions donc toute cette semaine grâce au football européen. 3 soirées qui n'ont pu que réjouir les vrais amateurs de football et notamment ceux des deux clubs français, bien sûr, habituellement rivaux et donc cette fois unis dans le dernier carré européen, mais un dernier carré élargi puisque nous parlons et de Ligue Europa et de Ligue des Champions. Voilà donc l'OM qualifié et c'est un exploit pour vous, Benjamin Moukandjo. Parleriez-vous d'exploit? Pas vraiment, parce que même si Benfica reste une très très belle équipe, Benfica ne réalise pas quand même un très très grand championnat. Ils ont eu du mal au départ. Après, c'est vrai que ça reste une Coupe d'Europe. Ils avaient perdu au match aller. Au match de retour, il fallait être présent. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'intensité qu'a mis l'OM hier, au-delà du déchet technique qu'il y a eu par moments, surtout cette première mi-temps que j'ai trouvée moins bonne. La deuxième mi-temps a été meilleure parce qu'il y a eu du rajustement. Gasset, il a fait de bons changements. Il a fait rentrer des joueurs avec beaucoup d'envie. Et dès lors, on a vu une nouvelle équipe conquérante qui avait vraiment envie de gagner, qui était projetée vers l'avant. Et puis, on a notre Camerounais qui nous met ce but d'une belle passe d'Aubameyang, qui encore une fois de plus était décisif. Mais au-delà du contenu, je pense que ce qu'on doit souligner dans ce match-là, c'est l'envie et la volonté qu'a eu cette équipe qui a été poussée par 60 000 personnes à aller arracher cette qualification. Maintenant, c'est bien pour le football français, c'est bien parce qu'on aura une belle demi-finale face, je crois, à l'Atalanta, qui est aussi un gros poisson, qui a quand même éliminé le grand Liverpool. Donc ça va être des bons matchs.
Mais Marseille peut se servir de ce match-là. Mais attention, quand on finit un match comme ça, comme ils ont fini, où ils étaient quasiment tous morts, attention qu'il n'y ait pas de répercussions derrière. Alors, nous, si on pensait à un exploit, c'est déjà le but de cet inattendu quand même de la part de Moubagnac, oui, Faris. Parce qu'il n'avait pas encore vraiment convaincu sous le maillot de l'OM, parce qu'il y a cette quand même mauvaise saison, parce que l'équipe venait d'accumuler 5 matchs. Ouais. Non seulement sans gagner, mais en perdant. En plus, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné, parce qu'aussi c'est une équipe maudite par les blessures. Et Xavier Barret, nous, ce qu'on a bien aimé et ce qui a quand même été épatant, c'est ces deux minots, on ne les appelle pas des gamins à Marseille, il y a les Fada et les minots. Et les minots, c'est ces deux jeunes qui rentrent, que sont alors Gaël Lafont et alors l'autre c'est Reyman Daou, d'origine comorienne, d'après ce qu'on a lu. Et alors ils rentrent, il y en a un, c'est la première fois qu'il dispute un match professionnel et tout. Verretou est complètement fatigué. Et c'est eux qui tiennent du coup le match jusqu'à la fin en milieu de terrain. Oui, qui contribuent effectivement à cet exploit. Quelque part, je pense que le mot d'exploit n'est pas tout à fait galvaudé parce que sur le contenu, l'OM n'est pas au niveau et ne mérite pas d'arriver dans le dernier carré. Mais avec cette envie, comme le disait et hier, Benjamin le Benfica Moukanjo, ne méritait pas vraiment non plus. Oui, mais au match aller, le Benfica aurait dû l'emporter plus largement. Oui. Et finalement, l'OM s'en est tiré avec cette défaite par un seul but d'écart, ce qui était déjà une réussite un peu inespérée. Et là, au retour, effectivement, avec le soutien du public, avec ces petits jeunes qui sont rentrés pour faire nombre en fin de match, avec effectivement cette action de classe de Aubameyang qui amène le but de Moumbagna, on a un OM qui réussit à saisir sa chance. C'était pas forcément évident. Et mais puis l'absence de tirs au but. Oui, là, on sait que souvent ça se joue à peu de choses, mais c'est vrai que là aussi, ils ont pas tremblé. Mais j'ai bien aimé, ce qu'il a dit après Gasset à la fin. Je sais pas si vous avez vu, parce qu'on en a eu ce débat-là ici. On disait qu'est-ce que les tirs au but, il fallait les travailler. Il a dit qu'il a travaillé. Exactement. Voilà, donc moi j'ai bien aimé qu'ils le disent parce qu'on a eu ce débat où il y en a certains, comme Didier Deschamps notamment, qui dit que c'est pas quelque chose qu'il faut travailler, mais il le dit en plus. Il dit pas ça, Didier Deschamps. Il dit pas ça. Il dit qu'on peut pas préparer une séance de tir au but à l'entraînement et se retrouver et créer les conditions dans lesquelles elle se déroule en fait. Oui, non, mais du coup, lui, il prend ombrage du fait qu'on veuille lui conseiller de les préparer. Vous vous souvenez, c'est un peu ça. Oui, parce que sont différents avec. Il dit qu'on peut pas tout prévoir, et notamment effectivement les blessures. Alors, vous pouvez effectivement faire tirer les petits jeunes qui apparaissent pour la première fois, mais c'est très difficile de savoir, ne serait-ce quels seront les 5 premiers tireurs. Donc, ça s'est bien passé pour l'OM, moins bien pour Benfica. Regardez Di Maria. On peut pas dire que Di Maria soit un mauvais tireur de penalty. Mais c'est lui qui commence et il tape sur le poteau. Donc Xavier, il s'est peut-être pas entraîné. Mais Annie, il les tire toujours. Donc on le connaît bien. Voilà, donc ça a dû faire quelque chose quand même à Di Maria, non, de perdre. En plus à Marseille. À Marseille, oui, parce que c'est quand même un ancien Parisien. Vous avez vu quand il allait tirer les corners. Les corners, il y avait des policiers avec des boucliers pour protéger Di Maria. Dans des stades, notamment à Nantes, quand il se passe quelque chose comme ça, le stade est tout de suite suspendu et à huis clos. À Marseille, ça passe. Oui, mais Marseille est une autre planète. Rémi, est-ce que vous avez aimé cette folie un peu hier soir au stade Vélodrome? Parce que on en avait parlé dans la première partie, le stade était plein. Il y a une âme européenne à Marseille, qu'on le veuille ou non. Alors, je vais vous donner quelques statistiques, je suis sûre que vous en avez d'autres, mais c'est quand même la 8e fois que l'OM se retrouve en demi-finale européenne, que ce soit Ligue Europa, Ligue des Champions, comme ça c'est appelé avant, parce que ça change un peu souvent de nom. Ils ont gagné, évidemment, c'est le seul club français pour ce qui est de remporter une finale, mais ils ont remporté 5 finales, on n'en gagnait qu'une. Il y a quelque chose de l'Europe aussi dans cette enceinte, dans ce public et dans cette équipe. Bien sûr qu'il y a beaucoup l'Europe qui motive Marseille. Et d'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, vous allez voir que Marseille n'a pas perdu à domicile en Europa League depuis 2018. La dernière défaite, c'était contre Limassol. 1 but contre 3. À part ça, l'OM, c'est 9 victoires, 3 nuls. Et quand on essaie de regarder aujourd'hui aussi, certains peuvent dire que l'OM... Voilà, même sur le plan offensif, quand même, on était sur 5 matchs là avec 23 buts qu'on a vus au stade Vélodrome.
Cela veut dire que vraiment, quand la Ligue Europa, l'Europe, une Coupe d'Europe arrive... Enfin, entre-temps, ils ont quand même perdu contre Tottenham, contre l'Eintracht Francfort. Donc, ils ne sont pas invincibles en Coupe d'Europe. Ils sont invincibles en Ligue Europa, en 2e division européenne. C'est déjà bien, hein. C'est déjà bien. Il la joue en plus. Quand le niveau se monte, quand le niveau s'élève, ils j'ai sont dit pas depuis 2018 à oui. domicile. Je t'ai Oui, laissé non, mais il parler. faut tempérer ce constat vis-à-vis de nos tunnel auditeurs. depuis. J'ai dit, tu as fait un long tunnel et je t'explique donc que voilà ce qui se passe à domicile. Je n'ai pas dit à l'extérieur ou ceci et cela. Nous étions au Vélodrome. Et maintenant, toi, tu as voulu mépriser, tu as voulu, avec ton Nantes, qui est la meilleure équipe de France, bon, comme Barça aussi, la meilleure équipe du monde, bon, tu as voulu négliger peut-être cette victoire. Moi, je vais dire c'est une victoire importante parce que Benfica n'est pas n'importe qui. Même Moukanjo qui dit que non, c'est pas un bon Benfica, il faut se dire que Benfica à l'extérieur, même s'il n'était pas bon, en compétition européenne, 17 matchs, il n'y a eu que 2 défaites. La 3e est arrivée avec Marseille pour le 18e match. Pour dire que ce Marseille-là affrontait un grand d'Europe qui connaît gérer les matchs à l'extérieur. Et maintenant aussi, je vais faire un mea culpa parce que je devrais, dans un live, j'ai regardé Moubagna courir et j'ai dit, mais on dirait que l'OM a recruté Francis Ngannou. Aujourd'hui, quand on voit quand même qu'il a une certaine vélocité, qu'il a une détente, qu'il a une détermination, qu'il parvient à bouger les lignes, je me dis, bon, mea culpa, mon cher Moubagna Faris, tu mérites l'étoile, tu es un vrai lion, tu es un combattant, va de l'avant, je suis derrière toi. Et il a été adoubé par le Vélodrome hier soir, ce qui est quand même pas banal. Victor, j'imagine que la victoire de l'OM, on a vu sur les réseaux sociaux hier soir notamment à Dakar, il y avait des supporters de l'OM qui ont regardé ensemble le match et qui ensuite sautaient. Qui ne saute pas n'est pas marseillais. Donc... Justement, Guy sur le chat met le drapeau du Sénégal et nous dit « Nous sommes l'âme du football français. Allez l'OM, en route pour les demi-finales. » Mam nous dit... On les voit derrière vous d'ailleurs, hein, ceux qui sautaient hier soir. Là. Et il y en a qui pensent déjà à la demi-finale. Mam nous dit Marseille ne doit pas embrasser l'euphorie. Il faut revenir sur terre avant cette demi-finale contre l'Atalanta, qui n'est pas une petite équipe. On l'a vu, ils sont sortis les Reds de Liverpool. Oui, même si les Reds, hein, on le sait, ils avaient mis l'équipe B, ils les avaient peut-être pris un peu de haut au match aller et au match retour, même s'ils ont gagné, c'était pas suffisant pour rattraper le retard. Mais Benjamin, la Ligue 1 va peut-être les ramener sur terre quand même, parce que là ils sont 9e, ils sont loin d'une quelconque place européenne, les Marseillais, et bon, ils ont écarté le Shakhtar, ils ont écarté Villarreal, ils ont écarté l'Ajax. Oui, le parcours est incroyable. C'est un bon parcours en Europa League, mais justement il y a un Marseille un peu à 2 visages. Il y a le Marseille de l'Europa League, il y a le Marseille de la Ligue 1. Aujourd'hui, Marseille sait que ça va être compliqué d'aller accrocher une place européenne. Peut-être que son salut et sauver sa saison passera par cette campagne d'Europa League. Il faut aller au bout, il faut aller jusqu'en finale et pourquoi pas la gagner. Mais effectivement, moi, ce qui m'inquiète dans ce Marseille-là depuis le début de la saison, c'est le contenu. C'est vrai que le contenu est très pauvre. Il y a beaucoup de joueurs. Est pleine. Oui, l'infirmerie est pleine. Il y a beaucoup de joueurs qui, pour moi, c'est des bons joueurs. Mais est-ce qu'ils correspondent à l'ADN de l'Olympique de Marseille? J'ai dit non. Parce que c'est des bons joueurs qui sont titulaires dans d'autres clubs. Mais pour moi, pour jouer à Marseille, il ne suffit pas uniquement d'avoir du talent. Mais il y a autre chose en plus qu'on a cultivé. Par exemple, ce qu'on a vu hier dans ce match-là, ça, il avait. Oui. Et quand vous l'avez à l'Olympique de Marseille, vous êtes adulé. Guendouzi qui paraît incarner un peu ce genre d'esprit, on l'envoie ailleurs. À Lazio. Enfin, je veux dire, on s'est défait aussi à Marseille. On va pas parler de la politique de Marseille. J'ai l'impression que vous oubliez un certain nombre de choses. Marseille, c'est la 2e meilleure attaque de l'Europa League. Et hier, Marseille a joué justement en blanc, comme L'Oréal. Il faut savoir ses forces et ses faiblesses. Oui, Marseille a fait quoi? Marseille était privé de 2 latéraux. De 2 latéraux, ce qui signifie que les attaquants devaient faire ce travail de venir couvrir les latéraux. Parce que justement, Benfica, quand vous avez Di Maria, qui connaissait très bien que Marseille est privé de ses latéraux, il devait y passer. À partir de cet instant, Marseille savait très bien aussi défendre. Le football, c'est 2 choses. Attaquer, défendre. Si vous ne savez pas attaquer, sachez défendre. Et Marseille a su défendre et a su faire mal quand il fallait. Une dernière petite question, Xavier. Est-ce que vous les voyez aller jusqu'à Dublin? Dublin, ça sera le lieu de la finale. Oui, parce que l'Atalanta en face, c'est une très bonne équipe qui
qui a montré contre Liverpool qu'ils étaient capables de faire des exploits. Mais très honnêtement, c'est pareil sur le contenu des matchs. L'Atalanta n'est pas supérieure à l'OM. C'est pas une très bonne saison. C'est une bonne équipe, mais c'est pas une équipe hors d'atteinte pour l'OM. Donc bien sûr, l'OM peut aller en finale. L'inconvénient, c'est qu'ils auront le match aller à Marseille, donc le retour à Bergame. Mais bon, on a vu que contre Villarreal, c'était passé. Mais là, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, contre Villarreal, c'était passé limite, malgré la grande avance qu'ils avaient. Bien sûr. Donc, cet OM a le potentiel pour aller en finale, mais on ne sait jamais quel OM on va avoir sur la pelouse. Maintenant, il y a juste une petite précision à apporter. Quelle précision à apporter? C'est que pour aller en Ligue des Champions la saison prochaine, le meilleur moyen pour eux maintenant, c'est de gagner cette Ligue Europa. Parce qu'on rappelle que le vainqueur de la Ligue Europa va en Ligue des Champions. Alors malheureusement, l'autre équipe française, il s'agit de Lille, n'a pas réussi à concrétiser son rêve. C'était à 3 minutes près, si je me trompe pas, où ils ont encaissé un but. Et puis alors après, après, il y a eu des tirs au but et ils ont été éliminés de la Ligue Europa. Par un certain gardien argentin, dont je tairai le nom, parce que ça nous fait trop mal. En tout cas, ils sont éliminés de la Ligue Europa Conférence, mais avec les honneurs, les Dogs lillois. Les Parisiens, au cours de la semaine, eux aussi ont réalisé une sacrée performance, peut-être et surtout en domptant leur fantôme psychologique, parce qu'on sait que c'est un peu là que le bas blesse du côté du Paris Saint-Germain, et ils ont décroché leur qualification en allant battre Barcelone 4-1. Est-ce que ça fait réagir beaucoup cette victoire, Victor Misistrano? Alors, elle fait moins réagir que la victoire de l'OM. Exactement. Il y a quand même pas mal d'auditeurs justement qui soulignent cette bonne santé des clubs français qui donc hissent 2 clubs dans le dernier carré, Marseille pour la Ligue Europa et le PSG en Ligue des Champions. Justement, Aimé nous dit bravo à la Ligue 1 française qui a réussi à placer 2 équipes de son championnat en demi-finale des Coupes européennes. On est même meilleur que les clubs anglais, puisque il n'y a pas de club anglais en finale dans le dernier carré de la Ligue des Champions. En tout cas, Xavier, le Barça éliminé, un peu sèchement, mais on va en parler du Barça d'ici peu avec le Classico. Est-ce que cependant, pour vous, c'est l'année ou jamais pour le Paris Saint-Germain? Et si on dit ça c'est peut-être aussi parce que c'est la dernière année où ils pourront compter sur Mbappé, qui est quand même un joueur essentiel et qui peut faire basculer un match. Qui est là depuis 7 ans, effectivement, et c'est effectivement sa dernière saison au PSG. Il y a aussi la sérénité qu'ils ont dégagée à Barcelone. C'est vrai que ce PSG-là, qui avait perdu le match aller... Qui encaisse un but très tôt, se retrouve finalement dans une situation compliquée et il va réussir à renverser complètement la partie. C'est sûr que le carton rouge adressé à Rojo, qui est normal, qui n'est pas scandaleux, mais il fait complètement basculer le match. Parce que de là, le Barça se retrouve ensuite à 10. Et le PSG Oui, mais fut une époque où le Barça, même à 10, gagnait les matchs. Oui. Même en infériorité numérique. Oui, et maintenant... C'était eux le problème. Il y a longtemps. Et là, le PSG a su parfaitement exploiter sa supériorité numérique. A su imposer son jeu. Les choix tactiques de Luis Enrique, qu'on avait déjà vu au match aller en deuxième période, se sont confirmés être des bons choix et finalement ils ont réussi à s'imposer à Barcelone. Ils l'avaient déjà fait la dernière fois lorsqu'ils s'étaient rencontrés, ils avaient gagné 4-1, mais c'était le match aller. Alors que là, c'est le match retour. Moi je pense que c'est une année où le PSG a de belles perspectives parce que la demi-finale, normalement, contre le Borussia Dortmund, qu'ils ont déjà battu, qu'ils ont rencontré en phase de poule, qu'ils ont déjà battu, ils peuvent passer. Non, c'est pas gagné, mais c'est pas une équipe hors d'atteinte. Puis ensuite, on verra la finale. Benjamin, il y a peut-être un avantage aussi, c'est qu'ils joueront, tout comme le Real, le match retour à domicile. Oui. Ça compte beaucoup? Oui, ça compte quand on voit encore hier ce que Marseille a réussi à faire. Le Vélodrome, c'est quand même pas le Parc des Princes. Oui, après, l'idée surtout, c'est ce match aller. Il faut bien l'entamer, le match aller. Il faut surtout éviter d'avoir un écart assez conséquent pour pouvoir bien négocier le match retour. Moi, je suis pas du même avis que Xavier là-dessus, parce que pour moi, le PSG a encore beaucoup à faire face à Dortmund. Dortmund aussi, qui est un peu comme Marseille, qui est une équipe à 2 visages. Un championnat qui peine, mais en Ligue des Champions, on voit qu'ils font quand même une bonne campagne. Ils ont fini devant le PSG lors de la phase de poule. Et là, aujourd'hui, ils ont sorti quand même l'Atlético, qui n'est pas rien. Donc, pour moi, ça reste une équipe qu'il va falloir prendre au sérieux. Maintenant, c'est bien parce que Luis Enrique, lors de ce match retour contre Barcelone, a quand même remis déjà les hommes et les joueurs à leur poste. Il s'est corrigé. On a toujours dit qu'il inventait des choses. Là, il a moins inventé. Il a mis les joueurs clés, les joueurs importants. Et puis, il y a bien sûr ce carton rouge, pour moi,
qui, encore une fois, de plus fait basculer le match. Parce que s'il n'y a pas ce carton rouge, je ne suis pas persuadé que Paris passe. C'est ça, par rapport à la sérénité qu'évoquait Xavier, cette sérénité avant le carton rouge, on ne l'a pas vraiment vu. Hein. On pensait les Parisiens, ils étaient vraiment dans une posture où on pensait que ils avaient très mal engagé ce match. Et tout le discours de Luis Enrique sur le fait de dire on y croit, on n'a pas du tout douté. Sur le début de match, on avait l'impression que les Parisiens, ils y croyaient plus forcément. Et par contre, à partir du moment où il y a eu le carton rouge et dans la foulée, le but de Dembélé, là, on a vu qu'il y avait de la sérénité, ils sentaient qu'ils allaient passer. Et aussi, ce qu'on a vu, c'est des leaders qui répondaient présents. Un joueur comme Marquinhos, dans des grands matchs, c'était souvent pointé. Là, il a vraiment joué comme un leader. Oui. Et puis Vitinha, et puis Barcola, et puis... La relève, peut-être. Rémi, comment est-ce que pour vous, les Parisiens iront jusqu'à la finale? Je découvre d'abord à Wembley, à Londres. Je découvre que vous avez regardé le match à la radio. Voilà. Parce que même le président du Barça dit, dans les 30 premières minutes, nous n'avons rien produit, même si on a marqué un but. Parce que Lamine Yamal, c'est sur une contre-attaque qu'il fait une passe décisive, but. Entre-temps, c'est le PSG qui se créait les occasions. Le PSG se créait des occasions, vous ne pouvez pas dire le contraire. Et d'ailleurs, si le PSG se retrouve justement en supériorité numérique, c'est parce que par la vitesse de Barcola, Araujo est battu. Alors, Rémi, moi, je vais vous dire, vous me demandez si je vais prendre juste quelques statistiques. 2020, le PSG sans Lionel Messi est en finale. 2021, le PSG sans Lionel Messi atteint quand même demi-finale. La demi-finale. 2024. Messi arrive. Il se passe rien. PSG éliminé en huitième de finale. Donc c'est à cause de Messi, c'est ça? L'année suivante, PSG éliminé en huitième de finale. Non, je vais te dire aussi que même avec le Barça, c'est quand Messi était là qu'il y avait les remontadas. C'est là où il y avait les 8-2, c'est-à-dire face au Bayern. J'ai dit tout simplement que le PSG s'est débarrassé des pieds cassés, des pieds nickelés, pour maintenant jouer en équipe. On a vu maintenant les Barcola, on voit maintenant les joueurs exploser. Les Vitinha, ils sont devenus des vrais joueurs qui ne pouvaient pas émerger tant qu'il y avait cela. Et il y a un proverbe africain qui dit une seule dent pourrie fait sentir mal la bouche. Maintenant, on s'est débarrassé des dents pourries. Voilà que le PSG peut arriver et va arriver en finale. Bon, donc traiter Messi de dents pourries, c'est délicat de la part de Rémi Ngono. Non, mais bien sûr, tout le monde sait. Xavier, en 3 mots ou 2, l'indice UEFA pour les clubs français, est-ce que c'est bon ce qui s'est passé hier soir? Très bon, parce que alors dans toutes les réformes qui vont arriver cet été, puisqu'on va avoir une nouvelle Ligue des Champions avec 36 clubs, avec plus de clubs pour les grands pays, il y a la France qui en aura normalement 4, dont un barragiste, mais peut-être même 5. Parce que les 2 premiers au classement de l'année qui s'achève auront un club supplémentaire. Donc il y aura très vraisemblablement l'Italie, qui aura donc un 5e club, et soit la France, soit l'Allemagne. L'Angleterre, probablement pas. Et donc la France peut espérer un 5e club. Et avec l'OM qui pourrait remporter la Ligue Europa, peut-être même un 6e. Vous voyez, on pensait que ce serait l'Angleterre qui aurait ses 6 clubs en Ligue des Champions la saison prochaine, mais peut-être, qui sait, peut-être la France. Nous avons le calendrier, en tout cas. Le PSG jouera les 1er et 7 mai, ces matchs aller et retour contre le Borussia Dortmund, alors que le Bayern et le Real s'affronteront, eux, le 30 avril et le 8 mai. Pour ce qui est de l'OM, les 2 et 9 mai contre l'Atalanta. Et bien sûr, c'est à suivre sur les antennes de RFI. Mais justement, on a évoqué le Real Madrid, on a évoqué le Barça, comme ça, là, en ombre chinoise. Mais maintenant, on va en parler parce que un classico, ça n'est jamais banal et ça n'est jamais classique. Le Real Madrid, la Maison Blanche, allumez l'énergie, mettez le champagne dans le frais. Classico. On a vu aussi une équipe de Barcelone un petit peu se liquéfier. Nadamas, Rémi, vous l'avez entendu, il était là prêt à sabler le champagne, mais c'était un peu tôt encore, Rémi, ce ne sont que les quarts de finale. En tout cas, ce sera
dans le magnifique nouveau stade de Santiago Bernabéu. On a l'impression d'un vaisseau spatial posé au milieu. Ceux qui nous regardent peuvent voir ce stade absolument incroyable au cœur de la capitale espagnole, donc pour le Classico. Le Real Madrid, demi-finaliste donc de cette Ligue des Champions, qui reçoit le FC Barcelone, éliminé dans la même semaine. Et le Real pourrait gagner son 36e titre de Liga. Les deux équipes, Rémi, elles sont donc dans des formes complètement opposées. Les merengues, alors, ils ont quand même souffert pendant 120 minutes, même s'ils sont qualifiés. Les autres, ils sont un peu engueulés à la fin du match, les Barcelonais, on va y venir. Mais est-ce que, selon vous, je me demande si je dois poser cette question à Rémi, parce que je crois que je connais déjà la réponse, mais bon. Est-ce que ça va être un match à sens unique, Rémi? Oui. Je vous prends juste, nous sommes au camp. Ils ont gagné 2-1 au match aller à Barcelone. Minute. Ils ont gagné à la dernière minute sur un but contré, un tir contré. Mais ils ont gagné. Donc c'était pas la démonstration qu'on pourrait penser. Bon, c'est bien. Et la Super Coupe, qui l'a gagnée? La Super Coupe, c'est une compétition de gala. Non, mais c'était la Super Coupe. C'était le Real. Oui, non, mais Rémi, c'est même pas en Espagne. C'est 4-1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Non, mais parlez-moi du match de mais puisque c'est les deux équipes-là, on parle de la tendance, même depuis le début de la saison. Quand vous parlez de la vraie compétition, parlons de la Liga. Au niveau de l'attaque, on me dit que le Real n'attaque pas. Mais le Real a la meilleure attaque par rapport au Barça, avec 5 buts de plus. 67 buts marqués. On me dit que le Barça avait les meilleurs défenseurs. Le Real s'est débrouillé avec des défenseurs qui, malheureusement, les titulaires, sont pratiquement à l'infirmerie. Mais le Real, c'est 20 buts encaissés. Le Barça, c'est 34 buts, dont 14 de plus que le Real Madrid. Donc, Rémi, ça sera à sens unique. Je ne peux pas dire que le football ne sait jamais jouer à sens unique, puisqu'il y a 22 acteurs sur le terrain. Cela veut quand même montrer qu'aujourd'hui... Il y en a même qui ont un maillot blanc. Oui, mais pour l'instant, vous, c'est niveau Ligue Europa, ça, vous le savez. Ah non, justement, le Barça est revenu en Ligue des Champions cette année et en phase d'élimination directe, même s'ils ont été éliminés par le Paris Saint-Germain. Qui plus est, ils auront 24 heures de plus de récupération, puisqu'ils ont joué mardi alors que le Real a joué mercredi. Et ils n'auront pas eu de prolongation, puisqu'ils ont été éliminés dans le temps réglementaire, alors que le Real Madrid a dû jouer jusqu'au tir au but. Donc moi, je ne mets pas du tout le Real. Quand même. On a vu Gundogan porter un peu la responsabilité de la défaite sur Araujo, qui a mérité un carton rouge, discutable évidemment. Non, il était même ça a créé des déclarations. Oui, mais évidemment qu'il y a une déception Xavi qui a à Barcelone. complètement perdu les pédales, son adjoint aussi. A été expulsé. Il n'y a pas de sérénité pour aborder un Classico. Non, sur ce match contre le Paris Saint-Germain, effectivement, le Barça est passé à travers parce qu'ils avaient gagné, on rappelle, le match aller à Paris, et que là, ils sont éliminés au Camp Nou. Donc forcément, il y a de la déception. C'est normal qu'il y ait du mécontentement. Heureusement, si les joueurs n'avaient pas réagi de cette façon, ça voudrait dire qu'ils seraient... Alors, c'est justement l'occasion de se reprendre. Tout de suite après cette déception, ils ont l'occasion de frapper un grand coup en allant empêcher le Real d'être champion dès ce week-end. Donc bien sûr que moi, je crois que ce Barça n'est pas battu à Madrid, même si on sait que c'est toujours très compliqué de gagner là-bas, et j'ai eu l'occasion d'expliquer maintes fois pourquoi. Mais le Barça, avec cet esprit de revanche, avec la dynamique qu'il avait montrée lors des derniers matchs, eh bien, je pense que malgré cet accident contre le Paris Saint-Germain, il n'est pas du tout victime expiatoire à Madrid. Avant de vous donner la parole, Benjamin, vous ferez l'arbitre. Trancher, du coup. Voilà, exactement, entre les deux. Que nous disent nos auditeurs, parce qu'en général, le Classico les passionne, Victor. Il y a certains auditeurs qui ont déjà tranché, à l'image de Khalid, qui nous dit: dans le football, tu as deux choix. Soit tu optes pour le Real Madrid, soit tu décides de souffrir. Xavier Barret a choisi de souffrir éternellement. C'était bien dit. Pendant quelques années, c'est le Barça qui donnait les leçons au Real. Non. Attends. Combien de fois ils sont allés gagner à Madrid en faisant des démonstrations? Non, mais une chose. Xavier a des arguments. Une chose est là, c'est que quand tu regardes le nombre des ligues et quand tu vois aussi au niveau de l'Europe, comme je dis cette fois-ci, vous voyez quand même une équipe comme le Real. La parole est à Moukandj, à Benjamin Moukandj. Avant le début de l'émission, je pensais que j'allais être contre Rémi, mais voilà. Objectivement, je pense que je vais pencher plutôt du côté de Rémi. Au vu de ce que les deux équipes nous ont montré depuis le début de la saison, je trouve que le Real, c'est une équipe qui est mieux constituée, qui est solide défensivement, qui dégage quelque chose.
comparé à Barcelone, qui, bien sûr, a cet aspect offensif où il y a des joueurs capables, des génies capables de faire la différence. Mais on sait que quand on veut aller loin dans une compétition, la meilleure attaque, c'est d'abord la défense. Et aussi, il y a l'aspect, Xavier disait, l'aspect du match de Ligue des Champions, ils ont joué 120 minutes. Moi, j'en ai joué des derbys dans des clubs où j'étais. Honnêtement, Annie, même si vous avez joué la veille et qu'on vous remet un derby 2 jours après, je vous rassure que physiquement, vous n'y pensez même pas parce que c'est un match, c'est le match des supporters, c'est le match de l'honneur, c'est le match de la fierté. Et quand on arrive à ces niveaux-là, je pense que les joueurs du Real ne sentiront même pas la fatigue. Ils vont essayer de donner, d'enfoncer un peu plus Barcelone, malheureusement, parce que pour eux, aujourd'hui, ce match-là, c'est d'abord l'orgueil. C'est de les mettre ils sont à 8 points aujourd'hui, c'est de les éliminer complètement. Je pense que pour le Real aujourd'hui, ne même pas voir Barcelone en Ligue des Champions, ça serait bien. Maintenant, il y aura peut-être le sursaut d'orgueil. Il y aura le sursaut d'orguei de la part de Barcelone parce que il faut essayer de garder cette 2e place parce que le Real sera probablement champion. Ça, c'est juste une question de temps. Maintenant, pour Barcelone, il faut essayer de garder cette 2e place parce que derrière, il y a 2 autres équipes qui poussent. C'est la 32e journée. Hein. Il reste encore 6 journées dans cette compétition. Donc, ça sera effectivement quand même un marqueur avant la fin de la Liga. Victor, il y a quand même des supporters du Barça. Oui, il y en a aussi. Et puis, il y en a qui sont ni supporters du Real ni du Barça. Mohamed nous dit le mental et la déception du Barça peuvent le desservir pour ce Classico. Le seul hic, c'est cette débauche d'énergie du Real. C'est vrai que jouer 120 minutes... Ce n'est pas seulement 120 minutes, c'est qu'effectivement, là, il a un peu raison. On a déjà quand même... un joueur qui a raison, Xavier. Xavier, un peu, oui. Vous savez, au milieu de terrain, vous avez constaté que Valverde n'a pas pu tirer le pénalty parce qu'il est déjà à 3722 minutes de jeu. Il a demandé à ne pas le tirer. Oui, parce qu'il n'avait plus rien. Or, c'est le moteur du milieu de terrain. Vous avez Militao aussi. On a vu 2 joueurs du Real Madrid qui ont demandé à ne pas tirer. Vous avez Rudiger, même s'il a réussi à aller jusqu'au fond. Rudiger, c'est quelqu'un qui est déjà n'était pas sur la liste au départ. Mais attention, Rudiger n'était pas sur la liste au départ. Qui est sorti porté par les autres parce qu'il avait des crampes dans les 2 jambes. Qui ne s'est même pas entraîné aujourd'hui. Mais cependant, bien évidemment, cependant, avec ce Real, il faut aller jusqu'au bout et ils n'ont jamais lâché parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « On reconnaît l'or dans le feu et l'homme dans la difficulté ». Bon. Le match sera donc dimanche soir. Ça sera en fin de week-end et ça sera très, très intéressant de suivre tout cela. Rappelons aussi que le Real est invaincu sur sa pelouse dans cette saison. Peut-être qu'ils feront match nul. On verra. Allez, on passe en Afrique parce qu'en Afrique, on en est déjà au stade des demi-finales pour ce qui est de la compétition continentale. Le TP Mazembe est un revenant à ce stade de la compétition continentale après 4 saisons compliquées. Et l'année dernière, si je ne me trompe pas, c'était la coupe continentale, la coupe de la CAF, mais ça n'était pas la Ligue des Champions. Cette fois, les voilà en demi-finale. Et il y a quelques semaines, quelques cafés des sports, on avait évoqué le quart de finale retour. Ça se disputait en Angola, à Luanda. On avait vu que le TP Mazembe avait du mal à inscrire des buts. Et là, ils sont allés battre le Petro à Luanda. Et ça, c'était un exploit. Les voilà donc en demi-finale. Chez eux, ils joueront contre Al Ahly, les tenants du titre. Est-ce que nos auditeurs prédisent quelque chose? Victor, ça doit les intéresser, Bien les corbeaux. Bien sûr que ça les intéresse, notamment Michael qui nous dit « Mazembe et Al Ahly sont mes 2 équipes préférées. C'est un peu comme choisir entre une pomme et un ananas. Pour moi, c'est impossible, mais en tant que Congolais, une victoire de Mazembe me fera plaisir. » Donc voilà, François prédit lui une victoire des Corbeaux 2-0. Et Adrien, pour lui, le TP Mazembe qui reçoit le match aller doit impérativement battre le Ahly du Caire, puisque cette équipe est difficile à jouer à l'extérieur et intraitable à le Ahly au Caire, c'est un peu comme le Real à Madrid, en fait. C'est impossible de mais gagner c'est surtout ils ont toujours les plus titrés au niveau du continent. C'est souvent lié à un certain environnement, on dira, qui fait impossible que de gagner. Au Caire.
C'est très compliqué, mais je vous invite à revoir la conférence de presse de Rulani Mokoena, l'entraîneur des Mamelody Sundowns la saison dernière, enfin l'automne dernier, après le match contre les Mamelody Sundowns, où on leur avait tout fait. Et les Mamelody Sundowns sont quand même passés parce que le Ali faisait des fautes qui n'étaient pas sanctionnées. Parce que Maud CP est le président de la CAF. Mais justement, c'était le reproche qui était fait au Ali, par les supporters du Ali à Mamelody Sundowns, mais sur le terrain, quand on avait vu l'arbitrage, je peux vous dire que c'était pas du tout le cas. Et c'est vrai que le TP Mazembe s'attaque à un monument qui va être très difficile de vaincre, surtout avec ce match au Caire. Alors, ça va être très compliqué pour les Corbeaux, mais sur la dynamique de ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, pourquoi pas. En plus, c'est les tenants du titre, Al-Ahly, puisqu'ils l'ont emporté l'année dernière. Benjamin, c'est ce que soulignent sans doute les auditeurs. Il faut là l'emporter, au moins prendre une option au match aller, parce qu'on avait douté par rapport au Petro Luanda de ce 0-0 au match aller. Et là, les hommes de la Mindiaï, vous pensez qu'ils viennent de gagner aussi leur derby à eux, là, leur classico à eux contre le V-Club le week-end dernier? Mais je pense que oui, le match aller, c'est un peu le tournant de c'est la demi-finale, je crois. Voilà, c'est même pour moi, c'est la finale avant l'heure. Hein. C'est la finale un peu avant l'heure. C'est pas sympa pour la SEC. Maintenant, c'est pas sympa pour la SEC d'Abidjan. Oui. Mais la SEC est éliminée. Oui, la SEC, il y a les Mamelody Sundowns. Les Mamelody Sundowns. Pour moi, c'est la finale. Quand on voit l'historique un peu de ces deux pays, de ces deux équipes, où le Tupiza Mazembe a longtemps dominé aussi le continent sur ce plan-là. Maintenant, c'est vrai que ce premier match, il est hyper important parce que recevoir à domicile, je ne sais pas, Xavier, tu me confirmes si la règle du but à l'extérieur a été aussi retirée. Non, elle est toujours valable. Elle est toujours valable. En Afrique, elle continue valable. C'est encore, ça va être encore plus difficile parce qu'il ne faut pas prendre de but en plus à domicile, essayer de marquer. On sait que c'est une équipe qui a eu du mal à marquer, même si lors de son quart de finale, réussit à marquer. Elle retrouve un peu de l'efficacité. Mais pour moi, c'est vrai que c'est un choc et ça va être un match très, très difficile parce que Al-Ahly reste pour moi la meilleure équipe africaine. Rémi, ne pas encaisser de but. Alors, ils sont sur 5 clean sheets, justement, les Corbeaux, et ils ont un super gardien, un Sénégalais, qui vient de Casa Sport, si je ne me trompe pas, et qui s'appelle Alioune Badara Fati. Et c'est un peu aussi la sécurité, en tout cas, pour la défense il est du grand, TP. Et lors des playoffs, il est sur 5 clean sheets. Exactement. Et je devrais aussi dire qu'il est entraîné par Kidiaba, Robert. Oui. Ouais, la légende congolaise et africaine. Hein. Donc, quand il est d'ailleurs arrivé, il était 5e gardien. Donc, il a pu franchir les étapes et puis il a sorti un match incroyable. C'était le 2 décembre 2023. C'était contre les Mamelody Sundowns où il a pratiquement annihilé 5 occasions de but. Donc, je voudrais juste vous dire que les équipes égyptiennes ne sont pas fortes comme vous le croyez devant le TP Mazembe. Lorsque vous regardez l'historique, ça fait 9 rencontres et sur les 9 rencontres, aucune n'a marqué de but. Toutes ont été vaincues sur le terrain de Mazembe et ont encaissé 18 sans jamais marquer. Donc pour moi, cette équipe de Mazembe, bien au contraire, qui a déjà battu aussi Al-Ahly à domicile, deux fois 1-0 et 2-0, eh bien, moi je trouve que elle va faire mal. RFI suit. Victor ? Eh bien justement, Ngor nous dit en commentaire, Mazembe va gagner avec notre gardien sénégalais, Badara Fati. Donc, Ouais, on l'a noté, on l'a repéré. Et justement, donnons un carton vert avant l'heure. C'est à Robert Kidiaba, vous en parlez, Rémi, meilleur gardien des Léopards, meilleur gardien du TP Mazembe. Eh bien, il est honoré. Il y a un prix qui désormais, du côté de la RDC et de leur championnat, portera le nom de Robert Kidiaba. Allez, on y file, on y court vers les cartons. Carton jaune. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Des cartons, on en reçoit tellement, c'est ce que me précise David Finzel, on en a tellement qu'on a du mal à les sélectionner. Excusez-nous pour ceux qu'on élimine, qu'on doit éliminer, mais en tout cas, merci, merci et merci, on en reçoit du monde entier. Il y a même des filles, et ça nous fait plaisir. La session carton. Madrid, 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 Hala Madrid, Inadamas, Hala Madrid. Carton vert au meilleur club du monde, Real Madrid.
Bayern 2 minutes. On arrive. Bonjour Café des Sports. Bonjour Café des Sports. Ici c'est la famille Diatta, Joachim et son papa. On donne un carton vert à M. Rémi Ngono qui avait dit à Xavier Barré que l'équipe qui bat le Real l'année suivante est toujours éliminée par le Real Madrid. Chez lui en plus. Comme le dit un proverbe africain, un lion blessé n'est jamais mort. Il reste toujours dangereux. Moi, c'est Katé Mireille depuis les États-Unis. J'agresse un carton vert à l'équipe de Real de Madrid. Vous avez joué avec nos cœurs, avec nos poumons, mais pour finir, nous sommes en demi-finale à la Madrid. Je m'appelle Amos. C'est ma première fois de participer à cette émission depuis N'Djamena, la capitale du Tchad, en plein soleil. Mon carton, il est rouge. Il s'adresse à Xavi Hernandez. Voilà un coach qui perd un joueur, un pilier de la défense à la 30e minute. Pris par la panique, je ne sais, lui aussi il prend un carton rouge. Xavi, c'est quoi ça? C'est Rudy Cham depuis le Sénégal. Je donne un carton vert à Kylian Mbappé qui intègre le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue des Champions avec 48 buts. Félicitations au PSG et bonne émission à tous. À la Madrid. Bonsoir Café des Sports. Double carton vert pour le Real Madrid pour cette bonne qualification. Et pour Kylian Mbappé, quel mental ce joueur. Quel mental Kylian Mbappé. Fracassé, mais toujours debout. On t'attend à Madrid la saison prochaine. Salut le Café des Sports. On en parle peu, voire pratiquement pas. Mais Thomas Tuchel vient d'intégrer le cercle restreint des entraîneurs ayant atteint les demi-finales de la Ligue des Champions avec 3 formations différentes. Après le PSG et Chelsea, il vient de le faire avec les Bavarois. Il est dans ce cercle restreint avec de grands noms du football, comme Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ou José Mourinho. Carton vert à lui. Je suis Grand Franco, je vous appelle depuis Ndouma au Tchad, dans la province du Chari-Baguirmi. J'adresse cet après-midi un carton vert à Xavi Alonso et Bayern Leverkusen pour ce travail sans faille. Salut RFI, moi c'est Patrick depuis la ville de Cologne en Allemagne. J'adresse un carton rouge à Naby Keita qui a refusé le week-end dernier de monter dans le bus pour faire le déplacement de Leverkusen. Et l'équipe l'a suspendu jusqu'à la fin de saison. Il n'a plus le droit de s'entraîner avec l'équipe première. Cette sanction s'accompagnera avec la suspension de son contrat à la fin de saison. Dommage pour cette méga star africaine, ce espoir du peuple guinéen. Mais c'est un comportement qui n'est pas encouragé. Donc Naby Keita, carton rouge. C'est Divin Maï depuis Kinshasa. Mon carton est vert. Oui, vert à mon l'OM, mon Marseille, mon club d'Ikea pour notre qualification en demi-finale de l'Europa League. Vive Marseille. Bravo les gars. Objectif Europa. Yeah. Bonjour Radio Foot International, mon nom c'est Kabouré Bourema, je suis au Burkina Faso. Je donne un carton vert à l'équipe du Paris Saint-Germain et à l'équipe de Marseille. Pour dire franchement, ces deux clubs-là ont fait la fierté du championnat français. Voir 2 clubs français à ce stade de la compétition européenne, franchement c'est à saluer. Et moi je vous promets que cette année, c'est l'année du Paris Saint-Germain. Ils vont remporter la Ligue des Champions. À la fin, vous allez m'appeler. Merci, ciao, ciao. Alors, je ne sais pas si on l'appellera, mais j'ai l'impression que ça le dérangerait plus que l'OM gagne que le PSG gagne. On verra ça. Mais alors, l'auditeur de RDC qui murmure, oui. Parce que sans doute que le match ayant fini à minuit et demi ou minuit, il ne veut pas réveiller toute la maisonnée. C'était très drôle. Allez, à vos cartons, Rémi. Rouge. Oula. Rouge pour Boupenza Aaron. Ce joueur des Panthères qui va faire un live des Panthères du Gabon pour fustiger son sélectionneur et surtout poser des conditions. Il dit, Thierry Mouillon, pour que moi je revienne là, il faudrait qu'on le chasse et comme ça moi je reviens, mec. C'est quand même incroyable cette façon que les joueurs africains prennent déjà de haut ou alors négligent, méprisent leur sélectionneur. Heureusement, la FEGIFOOT a agi et lui a demandé qu'il ne reviendra plus. Le COMEX, c'est le comité exécutif qui a décidé ça. Parce que quand on essaie de regarder Thierry Mouyouma, par rapport même à la sélection, lui c'était 82. C'est lui qui vient parler fort là. Boupenza, c'est à peine 24 sélections et il vient parler à un grand. Avant d'aller t'attaquer à quelqu'un, il y a un proverbe africain qui dit « Rassure-toi avant de mordre que tes dents
sont capables de s'attaquer soit à un fer, soit à la viande. Je crois que Rémi, il a un problème avec un dentiste aujourd'hui, parce qu'entre des dents pourries et des dents qui ne tiennent pas. Benjamin, on reste dans le camp camerounais. Dans le camp surtout des cartons rouges, parce que le mien aussi, il est rouge aujourd'hui. Il est adressé à Youssef Belaïni. Son comportement, il est inadmissible lors de ce match de quart de finale, je crois, en Coupe d'Alger, où il a agressé verbalement et physiquement l'arbitre de la rencontre, qui plus est une dame, une femme. Je trouve que c'est un joueur avec un grand talent, mais son comportement, on l'a toujours dénoncé, on l'a toujours pointé du doigt. Alors, il est temps qu'il change jusqu'à présent. Oui, il est temps qu'il change, et j'espère vraiment pour moi que la fédération va sévir et que ce comportement-là, il doit être puni, il doit être sanctionné. Xavier, on passe au vert. Non, jaune, oui, jaune pour la Ligue de football professionnel. Alors on va dire oui. Contre le Barça. Oui, on va dire qu'effectivement les clubs français sont 2 sur 3 sont passés en demi-finale des coupes européennes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça? On a suspendu les matchs de championnat. Moralité, il y a 3 matchs de championnat qui doivent être joués là le 24 avril. Et puis le PSG et puis Marseille, ils disent ah oui, mais maintenant on va avoir d'autres matchs de championnat entre la demi-finale et la demi-finale. On veut aussi les reporter. Ouais. Non mais attendez, il faut à un moment en plus où il faut vendre les droits télé parce qu'il n'y a plus de diffuseurs. Vous allez vendre des droits télé à des gens en leur disant ah oui, mais quand il y a des matchs de Coupe d'Europe, les clubs veulent pas jouer, on reporte les matchs. Donc vous n'y arriverez pas. Donc carton jaune en espérant qu'il soit jamais rouge. Victor Missistrano, votre carton? Un carton vert pour le Bayer Leverkusen qui a été sacré champion d'Allemagne, mais surtout pour cette ambition et celle de Xabi Alonso, l'entraîneur, de vouloir aller plus loin, de vouloir être invaincu. Les statistiques, elles sont impressionnantes. 44 matchs invaincus, toutes compétitions confondues, c'est historique. 25 victoires, 4 défaites en championnat. Jamais une équipe en Bundesliga n'a terminé invaincu. Et là, on l'a vu en Ligue Europa, ils ont égalisé à la 29e minute pour maintenir cette invincibilité. Donc c'est phénoménal. Ils sont incroyables. Et notre carton, vous avez entendu un de nos auditeurs le donner aussi, c'était à Naby Keïta. On hésitait on a mis jaune entre vert de Werder Brême et rouge pour la punition. C'est quand même très dommage pour le capitaine du Sili, mais sans doute le reverra-t-on sous le maillot de la Guinée. Merci messieurs, je vous souhaite un très bon week-end. Bon week-end à tous ceux qui nous suivent et on vous dit à la semaine prochaine.